Bonsoir à toutes et à tous, mes amis, la paix, le bonheur, ma foi, toutes les bonnes choses qui peuvent vous accompagner, eh bien, je vous les envoie. Alors, ce soir, d'abord, on va commencer par le jour, la date du jour, excusez-moi. Il est exactement 21h42, nous sommes le 22 février 2019. Donc, ce soir, je vais vous poster une vidéo de la conférence de Marion Sigaud et de Youssef Indy, donc piloté par ERTV, donc monsieur Alain Soral, qui, ma foi, on peut dire ce qu'on veut sur lui, mais à mon simple avis, je pense qu'il fait du bon travail en étant bien sûr en toute liberté et en toute liberté. Donc d'avoir sa maison d'édition et d'avoir sa petite affaire qui tourne, ma foi, pas trop mal, eh bien ça nous donne de l'indépendance. Eh bien c'est bien ce qui peut le mieux faire réfléchir un écrivain ou un artiste, ma foi. Donc, petit passage de cette vidéo très très intéressante sur ce mensonge de la démocratie et sur comment justement cette secte juive qui avait infiltré donc la royauté, eh bien, ont assassiné le roi, ainsi que ses proches. Et ma foi, Marion Sigaud et Youssef Indy en parlent mieux que moi. Je vous laisse écouter un peu ce petit extrait sur le 2.0. Disséminé dans toute la France. Le 12, on a des témoignages, des rapports de ce que pensaient et de ce que disaient ces malheureux prisonniers. Quelques-uns, parfois, ils sentaient qu'ils allaient mourir, parfois, ils avaient un peu d'espoir, ils essayaient d'alerter des amis, de faire passer des messages. Ils ont compris qu'ils étaient vraiment entre les mauvaises mains. Le 8 septembre, alors le 8 septembre, pendant ce temps-là, à Paris, avaient lieu les massacres de septembre, dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui, mais pendant 5-6 jours, des massacres épouvantables ont été déclenchés dans les prisons. Et les événements dont je vous parle se déroulent pendant ces massacres de septembre. Le 8, ils repartent pour Versailles, au lieu de Paris, et le 9, devant les grilles du château, ils sont abominablement massacrés par les gens qui leur ont servi de garde depuis une semaine. On va couper leurs têtes, les accrocher au pied du château, et on appellera ça la vengeance du peuple, parce que c'est au nom du peuple qu'on fait tout ça. Ils étaient des témoins essentiels à décharge pour les procédures. On ne les entendra pas. Le nouveau pouvoir instaure immédiatement une terreur. La terreur, c'est une la terreur commence immédiatement. La commune pille toutes les propriétés de l'État et de l'Église. Ils pillent, ils volent, ils s'en mettent plein les poches. Depuis le 10 août au soir, on a fermé toutes les portes. Paris a encore des portes. Et il dit, dans les circonstances qui intéresseront le corps législatif, les passeports ne pourront être délivrés par le commissaire de la commune de Paris que sur un certificat du comité de surveillance signé d'au moins 6 membres. Les Parisiens sont prisonniers dans Paris depuis ça. Donc ils ne peuvent pas non plus aller raconter à la province ce qui se passe. Il n'y a pas de téléphone à l'époque. Les portes de Paris sont fermées. Paris est isolé de la province. Le 11, je reviens en arrière, nous sommes le 11 août, on réclame une cour martiale pour juger les défenseurs du roi et sa garde suisse. C'est-à-dire que c'est un crime que d'avoir défendu le roi. On décide de détruire toutes les statues des rois à travers la France, des statues des siècles de dévotion populaire à la royauté. On disséminait dans toute la France. Le 12, on interdit la presse royaliste. On a le droit d'écrire, mais uniquement si on est républicain. Marat fait enlever à son profit 4 presses nationales avec tous ses caractères, 4 presses de l'imprimerie royale, et il les prend pour lui, les presses avec tous les caractères. Le 17, vous vous souvenez les pétitions des 16 000 personnes qui soutenaient le roi?
Eh bien, le 17 août, tous les signataires sont privés de leurs droits civiques. Ça leur apprend. Vous imaginez quand même que le pouvoir fait voter des lois la nuit, donc les gens n'assistent pas à la mise en place de l'application de ces nouvelles lois, et le matin même, les opposants sont, on leur enlève leurs droits civiques. Vous imaginez pas quand même la violence de l'histoire. Enfin. On prépare de ce moment-là les massacres dans les prisons qu'on remplit à qui mieux mieux. Les massacres auront lieu début septembre, les prisons commencent à être remplies à partir du 17 août. On remplit, on arrête des gens, on remplit les prisons. Le 30 août, les prisons sont pleines. On appellera ces prisonniers des conspirateurs. Et le dimanche 2 septembre, à 14h30, le massacre commence. Ils dureront 5 jours et seront entièrement pilotés par la Commune de Paris. Rien ne pourra arrêter les massacres. Stipendiés par la Commune de Paris, on a les salaires qu'ils ont perçus, on a leur nom, on a leur prénom, on a leurs adresses, on a le nom des donateurs, on a absolument toutes les preuves que ces massacres ont été ordonnés par la Commune de Paris, dans laquelle siégeait Robespierre, etc. On pouvait arrêter les massacreurs, parce qu'il y avait encore une garde nationale à Paris. Il suffisait de donner un ordre. 33 enfants sont tués à 17. 33 enfants rassemblés dans un lieu à 17. Les massacreurs sont tués. 33 enfants tués à l'hôpital de Kremlin-Bicêtre. 33 enfants à la Salpêtrière, le lieu de l'hôpital général réservé aux femmes et aux petites filles. Toutes les petites filles d'un dortoir seront violées par les massacreurs. Des petites filles. 1600 innocents seront massacrés avec la dernière barbarie. La dernière barbarie. Je ne donne jamais de détails, je laisse deviner. Vous imaginez quand même. Alors il faut revoir la période et le moment. Alors on dit que cette période était, ma foi, un peu obscure. Mais imaginez-vous les gens, ceux qui devaient vivre, ceux qu'ils ont vécu. Car ce que raconte Madame Sigaud n'est pas une fable de La Fontaine, et ce ne sont pas des écrits de Voltaire l'imposteur, ni de Rousseau, ni des penseurs, des philosophes des Lumières, ma foi. Ce sont des réelles histoires de la Commune de Paris. Ils étaient 200 assassins et ils ont opéré alors qu'il y avait 50 000 gardes nationaux dans les rues qui pouvaient intervenir si on leur en donnait l'ordre et à qui on a demandé de ne rien faire. Robespierre dira de ces massacres: nous n'avons point failli, j'en jure par le trône renversé et par la République qui s'élève. La République arrive. Pour l'instant, la République est de fait, elle n'est pas encore de droit, ça vient. Dès le 30 août, Marat avait proposé l'égorgement des prisonniers, dont, selon lui, la mort délivrerait Paris d'autant d'ennemis de la République. C'est-à-dire que la République n'est pas encore née, qu'elle décrète déjà qu'elle a besoin de cadavres pour exister. On va justifier cette nouvelle République par l'intervention du peuple. Comment fait-on intervenir le peuple? Eh bien, par des élections. Les gens vont voter. Ce sera... Eh bien voilà, le RIC, le RAC, les gilets jaunes, eh bien vous voyez, dans le fond, l'histoire n'est qu'un perpétuel recommencement. Démocratique. L'élection est indirecte, c'est-à-dire qu'on n'élit pas un député, mais dans les sections, on nomme des électeurs qui ensuite éliront les députés. Les députés se réuniront aux Jacobins et ils seront élus à main levée et par acclamation, c'est-à-dire devant tout le monde. Pendant la campagne de ces élections ont lieu les massacres de septembre, c'est-à-dire que ces élections ont lieu dans un climat de terreur épouvantable. Des flots de sang sont déversés dans les rues, des flots de... Et, encore une fois, et un détail qui est
très intéressant, ma foi, ces lois sont votées dans un climat de terreur terrifiant. Eh bien, vous voyez, de faire voter des lois dans un climat, ma foi, un peu malsain, eh bien, forcément, ces lois qui seront votées à ce moment malsain, ne seront pas des lois qui seront avec le peuple. Et je vous le confirme ce soir sur le 2.0. L'abstention à ces élections est de 90%. Seuls 10% des Français, non, des électeurs, seuls 10%. Macron a été élu avec peut-être 16% des Français. Macron n'est pas, si vous voulez, le président des Français. Les électeurs se sont déplacés. Sur 7 millions d'électeurs, ça veut dire que seulement 700 000 se déplacent. La France compte 22 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'en fait, la Convention va être élue par 3% de la population. 3% de la population va proclamer la République. Le 20 septembre a lieu à Valmy une victoire miraculeuse de sans-culottes français qui, au cri de Vive la Nation, font reculer l'ennemi. Oh, je me souviens, quand j'étais à l'école primaire, Vive la Nation, il y avait une belle photo sur un cadre, une belle photo, une belle image, un beau dessin, pour nous expliquer que les sans-culottes, c'est-à-dire les Français dépenaillés, le peuple, avaient fait fuir la nuit au cri de Vive la Nation. En fait, ce qu'il faut savoir sur la fameuse victoire de Valmy, c'est que d'abord la bataille n'a pas eu lieu, l'ennemi a reculé parce qu'il voulait bien, et que Dumouriez, le général français, et Brunswick, l'allemand, étaient tous les deux non seulement francs-maçons, mais ils appartenaient à l'ordre des frères de Saint-Jean, l'évangéliste. Donc, ils étaient de la même loge. C'est quand même des choses qu'il ne faut pas prendre à la rigolade, qu'il faut prendre vraiment au sérieux. L'histoire n'est qu'un perpétuel recommencement. Qu'est-ce que c'est que cette secte? Eh bien, c'est une secte satanique, issue du sabbataïsme et du franquisme qui prône l'ordre nouveau par le chaos et le mal par le mal. C'est pour ça que Valmy n'a pas eu lieu et qu'on raconte que c'est une victoire. Le lendemain, la République sera proclamée. À l'unanimité de 200 députés présents. 200 députés, alors qu'il y a 749 élus. Mais 200 sur 749, où sont les autres? Ils n'ont pas pu rentrer dans Paris. Ils sont restés dehors. C'est-à-dire que sur les 3% de gens qui ont voté, seul un tiers étaient présents, de leurs élus étaient présents pour proclamer la République démocratique. 200 députés élus par acclamation dans un climat de terreur ont aboli 12 siècles de monarchie chrétienne au nom du peuple. Au nom du peuple. On va rendre la République à présent irréversible par l'élimination du roi. Et pour l'éliminer, on va organiser un procès. Je vous recommande une lecture. Je l'ai faite, cette lecture, plusieurs fois. Et je vous recommande vraiment de la faire. Il faut lire le Testament du roi. C'est un document exceptionnel. Exceptionnel. Le 25 décembre 1782, Exceptionnel. le roi n'était pas encore certain de son sort. J'en ai lu une Il a partie. rédigé un testament qu'on trouve en ligne. Et on peut même le trouver Je l'ai eu, moi, en en PDF. audio. En Il y a audio. plusieurs vidéos qui diffusent un texte et qui diffusent une voix, notamment un prêtre, je crois, le testament du roi Louis. Écoutez ça, lisez ça, écoutez ça. Sachez ce que la République a aboli, qui était ce roi qu'on a mené ignominieusement après un procès truqué dont on a éliminé tous les témoins des choses. Qui était ce roi? Qui était cet homme? Qui était ce père? Qui était cet époux? Qui était Louis XVI? Je vous défie. Qui
qui avait intérêt à la mort du roi? Il y en a qui voulaient garder le roi comme une fétiche. Mais tous les ennemis du roi n'avaient pas intérêt à laisser le pouvoir aux montagnards. Les montagnards, c'est la gauche. Les autres en face, est-ce qu'ils étaient tous d'accord pour supprimer la royauté? On ne sait pas. Écoutez ce que j'ai trouvé dans un livre de Madame Françoise Chambernagor, qu'elle a écrit en 1995. Ce livre s'appelle L'Enfant des Lumières. Je voudrais vous rappeler une petite chose que j'ai déjà dite à différentes reprises dans ma conférence concernant le système financier de l'Ancien Régime. Le prêt à intérêt était interdit. Donc, comme dans le ça djinn. s'appelle l'interdiction de l'usure. On n'avait pas le droit, si vous Comme voulez dans donner de notre l'argent, djinn. demandez, si vous voulez le prêter, prêtez-le, mais non, si vous voulez aider quelqu'un, ne demandez rien en échange. C'est dans l'Évangile. C'est dans l'Évangile. La façon de détourner l'interdit de l'usure, l'interdit du prêt à intérêt, consistait, si vous aviez de l'argent, à le donner à quelqu'un qui en avait besoin, par gentillesse, et lui, par gentillesse, il vous versait une rente. Ça s'appelle détourner les problèmes, mais l'argent effectivement circulait, et il était transformé en rente viagère. Voilà. Écoutez ce que dit François Chambernagor caution. pour comprendre qui d'autre pouvait avoir intérêt. Quelqu'un qui se porte caution. Le roi de France, royaume catholique, renâclait-il devant le prêt à intérêt? On lui inventait la rente viagère, qui est sans péché. Une bonne âme offre sa fortune au trésor royal. En contrepartie, le roi ou ses représentants s'engagent à servir à l'acheteur, sa vie durant, une petite pension. Si le bénéficiaire vit longtemps, il a gagné. S'il meurt tôt, il a perdu. C'est simple. Mais on peut faire plus compliqué, en pariant par exemple sur la tête d'un autre, ainsi constitué sur un... Vous voyez pourquoi l'islam interdit l'usure et interdit le prêt. Vous voyez encore une fois la preuve que notre religion est bien complète dans son ensemble. Pierre, la rente devient négociable. On pourrait même, le progrès, faire un cocktail de tête. Très à la mode au début des années 1780, le cocktail de tête royale. 3 ou 4 princes, le risque est divisé d'autant. Le fin du fin dans le genre, c'est de gager sa rente sur le roi, la reine et le duc d'Orléans. Le sort se plaît à déjouer nos calculs les plus subtils. Quand en 1793, 3 têtes tombèrent, le roi, la reine et le duc d'Orléans, l'État éteignit d'un coup 850 000 livres de rente annuelle. Le ministre des Finances venait trouver des moyens. Alors, le pourquoi de cette vidéo. Vous avez entendu que le roi était endetté. Donc il y avait, depuis la mise en place de cette usure, eh bien le roi s'est endetté en vivant bien au-dessus de ses moyens et en négligeant sa population. Écoutons la suite. 25 millions d'euros ont été effacés de la dette d'État. L'équivalent, parce que je fais des conversions entre les anciens francs, les anciennes livres et les euros actuels. Donc 850 000 livres correspondent à 25 milliers d'euros. La République a été vraiment une bonne affaire. Au passage, le ministre des Finances de l'époque, c'était un banquier calviniste genevois nommé Étienne Clavière, qui a tombé dans tous les scandales financiers possibles. Et c'est lui qui a créé la SINIA, qui a ruiné tant de gens. Nous sommes bien maintenant en République. Tout va bien? Non. La République a des ennemis. Donc il va falloir que la République se sauve de ses ennemis. Il faut sauver la République de qui? Du peuple, qui n'est pas républicain. Je vais vous raconter le témoignage d'un monsieur qui s'appelle Joachim Villatte. Il avait 26 ans au moment où il était proche, il a vécu dans l'intimité des chefs du comité de salut public, dans lesquels Robespierre, Couthon, etc. Le 17 octobre 1793, donc le roi est mort en janvier, nous sommes en octobre et le procès de la reine a commencé la veille. Villatte, ce jeune homme donc, dîne avec Barère, Saint-Just et Robespierre. Les trois lui font confiance, parce que c'est un bon jeune homme, bien dévoué à la Révolution, et il parle de nous, sans faire attention, il pourra éventuellement répéter. Et ils disent qu'ils sont inquiets devant le grand nombre d'ennemis de la Révolution et de la République. Merci de cet aveu. Le vaisseau de la Révolution, disent-ils, ne peut arriver au port que sur une mer rougie de flots de sang.
l'empreinte marquée. Et une nation ne se régénère que sur des monceaux de cadavres. Ces gens veulent régénérer la nation. Pensez-vous que le peuple français leur a demandé de le faire? Leur plan, c'est celui de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau avait théorisé qu'il fallait que tous les citoyens aient assez et qu'aucun d'eux n'ait trop. Comment va-t-on faire? On va nibler. Il faut donner à chaque famille française une portion de terre au milieu de laquelle s'élèverait une baraque couverte de chaume. Je ne veux pas qu'une seule tête dépasse. Chacun, retiré au milieu de son petit arpent, avec sa charrue, passera doucement sa vie à la cultiver. C'est l'âge d'or, le retour au paradis. Barrère dit que la vertu est dans la classe journalière et travaillante qui doit mener la guerre contre le surplus du peuple. Parce qu'il va falloir dépeupler, parce qu'ils ont fait un calcul qui montre que la population excède les ressources du sol pour donner ce petit arpent à tout le monde. Et ils disent qu'il faut réduire à 700 habitants par lieu carré au lieu de 1000 qu'on y comptait. Pour élaborer leur plan, ils doivent diminuer la population de 30%. Il y a 30% de Français en trop. Il faut niveler la population sans quoi l'ordre et la stabilité ne s'établiraient jamais, sans quoi il ne pourra jamais exister de république. La République a donc besoin d'exterminer un tiers de sa population. La République s'est revendiquée génocidaire. Ah non, je dis pas génocide, on dit populicide. Ça dit pareil. Et c'est le mot exact. C'est le mot employé à l'époque. Robespierre écrit le 5 février 1794 de la Convention: il faut étouffer les ennemis intérieurs et extérieurs de la République pour périr avec elle. Donc là, la République est née dans l'intimidation, le meurtre, le mensonge, le massacre et un déchaînement de violence poussé à son paroxysme. Ça a été le mal absolu. Cette République s'est faite contre le peuple français. Je vous remercie. Cette République s'est faite contre les Français. Alors, où est ce principe de démocratie? Si, dès le départ, les cartes étaient bluffées. Vous comprenez? Où est ce principe de démocratie importé, bien sûr, par ces Sabbatéens et par cette secte juive qui ordonna et qui, ma foi, acquiesça l'usure et le prêt. Baï Béachère sur le 2.0.